Et si, pour la première fois, l'Afrique refusait d'obéir? Imaginez la scène. Un grand amphithéâtre à Addis Abeba, drapeaux nationaux alignés, caméras du monde entier pointées vers la scène. L'atmosphère est tendue, presque électrique. Chacun sait que le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce matin-là ne sera pas comme les autres. Pourtant, à l'extérieur, la vie continue. Vendeurs ambulants, journalistes, anonymes venus sentir le pouls de l'histoire en marche. Mais à l'intérieur, le continent retient son souffle. C'est exactement ce qui vient de se passer lors du dernier sommet de l'Union africaine. Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, avait tout orchestré. Une résolution habile, soutenue discrètement par l'Occident, pour isoler et condamner Ibrahim Traoré, le jeune dirigeant du Burkina Faso. Pourtant, ce jour-là, le scénario s'est effondré. Cet événement n'est pas survenu par hasard. Il est le fruit d'un long processus d'années de tensions, de frustrations accumulées, de promesses non tenues et d'attentes trahies. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut plonger dans les coulisses de la diplomatie africaine, là où, durant des décennies, des intérêts extérieurs ont dicté la marche à suivre. Les délégués ont repoussé la motion avec une fermeté inattendue. Habituellement si réservés, ils ont opposé un refus silencieux mais catégorique. L'Afrique refuse désormais de brader sa souveraineté. Depuis des décennies, jamais un projet dicté de l'extérieur n'avait été rejeté aussi publiquement. Pour saisir la force de cet acte, rappelons-nous d'autres moments charnières. En 1960, la plupart des pays africains accèdent à l'indépendance, mais très vite, la dépendance économique, politique et militaire envers les anciennes puissances coloniales se reconstitue sous d'autres formes. Lors du sommet historique d'Addis Abeba en 1963, les visions s'opposent déjà. D'un côté, Kwame Nkrumah rêve des États-Unis d'Afrique. De l'autre, certains préfèrent de conserver des liens étroits avec Paris ou Londres. Plus près de nous, en 2011, lors de l'intervention en Libye, l'Union africaine tente de s'opposer, mais peine à faire entendre sa voix. Cette fois, la donne a changé. Humilié, Tinubu a quitté la salle, presque en fuite. Ce n'est pas seulement sa défaite, mais celle d'un système fondé sur la soumission, la peur de déplaire et la dépendance aux intérêts étrangers. Il faut se rappeler que de nombreux chefs d'État, par le passé, ont subi la même humiliation, parfois dans l'ombre et parfois au grand jour. En 1983, Thomas Sankara, président du Burkina Faso, avait déjà dénoncé à la tribune de l'Organisation de l'Unité africaine le néocolonialisme et la soumission à la dette. 40 années plus tard, les échos de son discours résonnent encore. Le plus stupéfiant, c'est que Ibrahim Traoré n'a rien dit. Il est resté impassible, laissant son silence résonner plus fort que n'importe quel discours. Ce mutisme, en défi à toutes les règles diplomatiques, a marqué les esprits. Dans l'histoire, le silence a souvent été une arme puissante. Pensons à Nelson Mandela, qui lors de ses années de prison n'a jamais cédé à la pression de ses geôliers, ou à Patrice Lumumba, dont les silences étaient plus redoutés que ses envolées oratoires. Traoré s'inscrit dans cette tradition, refusant la joute verbale pour privilégier la fermeté tranquille. Ce n'est pas une simple déconvenue, c'est peut-être le début d'un basculement où le refus collectif balaie l'ancien ordre. Observez la réaction des délégués. Certains sont médusés, d'autres échangent des regards complices. L'ambiance rappelle les moments où, dans l'histoire, un peuple ou un groupe décide de ne plus courber l'échine. En 1989, le mur de Berlin tombe parce qu'un peuple dit assez. En Afrique, ce sommet pourrait être ce moment fondateur. Le pari est risqué. Si l'Afrique manque cette chance, elle pourrait perdre encore une génération, condamnée à servir des volontés extérieures, à taire sa voix, à sacrifier sa dignité. Mais si au contraire cette rupture marque l'aube d'une émancipation réelle, alors chaque nation pourrait enfin inventer sa propre voie, prospérer et s'imposer sur la scène mondiale. L'histoire regorge de ces carrefours décisifs. La Révolution américaine, la décolonisation asiatique, la chute de l'apartheid. À chaque fois, un choix a été posé, subir ou agir. L'Afrique, aujourd'hui, est à ce carrefour. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir sur les heures qui ont précédé ce vote décisif. Ce qui s'est joué à Addis Abeba plonge ses racines bien plus loin qu'on ne l'imagine. Pour saisir la portée de la scène, il faut dérouler le fil de plusieurs décennies de tensions latentes au sein de l'Union africaine, une lutte acharnée entre la souveraineté du continent et la pression continue d'intérêts venus d'ailleurs. Cette bataille n'a jamais vraiment quitté les coulisses, même lorsque tout semblait figé par le protocole et la diplomatie des apparences. Prenons l'exemple de la crise ivoirienne de 2010.
La France et d'autres puissances occidentales ont pesé de tout leur poids pour influencer la résolution du conflit, marginalisant les initiatives africaines. Il en a résulté une profonde frustration et une volonté croissante de ne plus se laisser dicter la conduite à suivre. De même, lors de la crise du Mali en 2012, l'intervention étrangère a été perçue comme une solution imposée, dont les conséquences pèsent encore aujourd'hui. Le président nigérian Tinubu, fort de longues années de manœuvres, croyait que les vieilles recettes suffiraient encore. Soutenu, ou plutôt aiguillonné, par une coalition discrète de puissances occidentales, la France, l'Union européenne, les États-Unis, il s'est convaincu que les leviers éprouvés de l'influence suffiraient à rallier les délégués africains derrière sa motion contre Traoré. Mais derrière les portes closes, la mécanique des promesses et des appels n'opérait plus comme avant. Son argumentaire, peaufiné à l'extrême, se voulait irréprochable. Il reprochait à Traoré de déstabiliser la région, d'ouvrir la porte à de nouveaux acteurs étrangers, de tourner le dos à la démocratie. Mais sous la surface de ce discours policé couvaient des motifs moins reluisants. Préserver des partenariats économiques, garantir les flux d'approvisionnement, rassurer des capitales européennes inquiètes. Pourtant, l'atmosphère avait changé. Dans les couloirs, les conversations entre jeunes délégués prenaient un ton nouveau. On évoquait Sankara, Lumumba, Nkrumah, ces figures brisées par les compromis imposés de l'extérieur. La patience envers la tutelle étrangère avait atteint ses limites. Les souvenirs d'humiliation, d'ingérence, de dépendance étaient trop vifs pour accepter une nouvelle injonction, même drapée de diplomatie. Ce contexte était loin d'être anodin. L'équilibre du continent, la légitimité même des institutions africaines, tout se jouait sur ce fil tendu. Ignorer cette évolution profonde, c'était risquer bien plus qu'une simple défaite diplomatique. C'était courir le risque de s'aliéner les peuples, de perdre, scrutin après scrutin, toute autorité sur la scène africaine et internationale. Pour illustrer cette tension, rappelons la conférence de Berlin en 1884, où l'Afrique a été découpée sans consultation des peuples concernés. Aujourd'hui, la symbolique est inversée. L'Afrique prend enfin la parole pour elle-même. Cette inversion du rapport de force se lit dans la posture des délégués, mais aussi dans la presse, les réseaux sociaux et les débats de rue. Alors comment cette tension de fond a-t-elle éclaté au grand jour ? Comment la salle, d'abord figée, a-t-elle glissé vers cette rupture brutale qui allait tout changer ? Ce moment de bascule ne s'est pas produit au hasard. Il a été précipité par une série de gestes, de regards et de mots inattendus. Le moindre détail, ce jour-là, pouvait faire dérailler l'équilibre fragile de l'Assemblée. Un à un, les délégués se lèvent. L'ancien monde vacille sous les yeux incrédules. La tension est presque palpable. Tous comprennent que ce vote ne ressemblera à aucun autre. Traoré, immobile, fait face à la salle avec un calme qui claque comme une provocation. Son silence pèse déjà plus lourd que 1000 discours. Un homme, une génération, prêt à rompre avec l'ordre établi. La première voix brise l'attente. L'Afrique du Sud, posée, refuse la logique des sanctions dictées par l'étranger. Sa représentante affirme que l'Afrique n'a plus à rendre de compte, que le temps des justifications est révolu. La Tanzanie enchaîne, dénonçant le piège des pressions extérieures. Elle martèle « La souveraineté ne se marchande pas, même sous la menace ». Le Sénégal, grave, rappelle combien l'alignement sur des intérêts étrangers a coûté au continent, génération après génération. Pour donner du poids à ces déclarations, rappelons le coût concret de l'alignement sur l'extérieur. Perte de contrats agricoles, fuite des cerveaux, ajustements structurels imposés par le FMI dans les années 80 qui ont ruiné des services publics entiers. L'histoire africaine regorge de ces exemples où obéir signifiait se priver d'avenir. L'Algérie, enfin, emporte la salle. Nous ne pouvons pas condamner ceux qui brisent leur chaîne. L'écho soulève un frisson. La rupture n'est plus seulement possible, elle devient nécessaire. Pour comprendre la charge émotionnelle de cette phrase, il suffit de se rappeler que l'Algérie a mené une guerre de libération de près de 8 années, payée de millions de vies. Son refus de condamner Traoré n'est pas une simple posture politique, mais un acte de fidélité à une histoire douloureuse. Traoré, toujours muet, incarne désormais l'inquiétude de l'ancien ordre. Son silence, droit, stoïque, défie les compromis du passé. Il personnifie une jeunesse prête au sacrifice, même à la perte totale du pouvoir, pour que la souveraineté ne soit plus un mot vide. Le moment crucial arrive. Le vote, implacable, s'affiche, 43 contre la motion de Tinubu, 7 pour, 3 abstentions. Le résultat sidère l'Assemblée. Même les plus optimistes n'avaient pas rêvé d'un tel bouleversement.
Sous les projecteurs, Tinubu, convaincu de sa légitimité, découvre sa solitude. L'humiliation est publique, irrévocable. Ce qui se joue n'est pas seulement la chute d'un homme, mais la fin d'une ère où la docilité face à l'étranger assurait prestige et sécurité. Mais le choc va plus loin. Dans les rangs, la question change. Il ne s'agit plus de démocratie ou d'autoritarisme, mais d'un choix entre soumission et liberté. Ceux qui défendent encore l'ancien ordre sentent leur pouvoir s'effriter. Le danger n'est plus seulement politique, il devient vital. Disgrâce, oubli, colère des peuples fatigués de subir. À ce stade, il convient de rappeler que l'histoire du continent a déjà connu des renversements de paradigmes similaires. Lors des indépendances, la rupture est parfois venue d'un vote symbolique, d'une prise de parole inattendue ou d'un refus obstiné. En 1980, le Zimbabwe obtient son indépendance après des années de lutte. Là aussi, tout bascule lors d'un sommet, alors que le monde entier observe. Alors que Tinubu quitte la salle, visage fermé, un silence dense s'installe. Autrefois soutenu, il se retrouve abandonné. Toute l'Afrique, rivée à l'événement, assiste à l'effondrement brutal d'un système tissé de dépendances et de compromis imposés. Ce n'est pas une victoire tapageuse, c'est la naissance discrète d'une Afrique qui choisit la dignité et l'affiche sans un mot de trop. Un basculement irréversible vient de s'opérer. Mais ce coup de tonnerre n'éteint pas la tempête qui gronde. Déjà, les regards se tournent vers l'avenir. Que va-t-il advenir de ceux qui ont osé défier l'ordre établi ? La déroute de Tinubu embrase la toile et réveille une génération entière. En moins de 24 heures, les réseaux sociaux africains explosent. À Lagos, à Ouagadougou, à Dakar, des milliers de vidéos, de mèmes et de parodies détournent la scène du sommet. La chute du Pantin du Nord n'est plus seulement exposée, elle devient étendard. Au Nigeria, l'omerta se fissure. Les jeunes, lassés d'accommodements sans lendemain, dénoncent le décalage de Tinubu et refusent de suivre un chef perçu comme le relais d'intérêts étrangers. Pour illustrer l'impact de cette onde de choc, on peut comparer ce phénomène à ce qui s'est passé lors du printemps arabe en 2011. Les réseaux sociaux, alors, ont servi de caisse de résonance à la contestation, accélérant la chute de pouvoirs jusque-là jugés intouchables. Cette fois, c'est l'affirmation d'une souveraineté africaine qui se propage à la vitesse de la lumière numérique. Sur le continent, l'ambiance change de ton. À Ouagadougou, la foule envahit les rues, scandant le nom de Traoré absent mais omniprésent. Drapeau levé, chant en écho, la victoire n'est plus celle d'un homme providentiel mais d'une jeunesse collective. L'heure n'est plus à l'attente, c'est le refus, profond et partagé, de se soumettre encore à des injonctions venues d'ailleurs. Mais la bataille narrative s'intensifie. Sur les grandes chaînes occidentales, les débats s'enchaînent. Populisme militaire, risque de recul démocratique, tentative de minimisation ou de discrédit. Pourtant, l'audience africaine ne se laisse plus dicter son récit. Pour la première fois, la parole dominante glisse sur des oreilles plus critiques. Les Africains comparent, ironisent, puis détournent le regard. Désormais, la narration se construit sur le continent même. Tinubu, isolé dans son palais, affronte une solitude brutale. Les compromis successifs avec des puissances extérieures l'ont piégé dans une impasse. Son autorité ne s'effondre pas sous les cris, mais s'effrite lentement sous l'indifférence. Ses alliés se taisent, ses soutiens s'éloignent. La cage qu'il réservait à ses rivaux s'est refermée sur lui-même. Ce scénario rappelle la chute de certains dirigeants africains dans les années 90, lors de la vague de démocratisation qui a balayé les régimes autoritaires. Lorsque la rue et la jeunesse se détournent, la solitude du pouvoir devient insoutenable. Ainsi, le président Bédié en Côte d'Ivoire ou le général Mobutu au Zaïre ont ressenti ce vide autour d'eux, prélude à leur chute. Pourtant, sous la surface, un autre séisme s'amorce. L'Union africaine, galvanisée par ce sursaut, ose enfin poser les vraies questions. Routes commerciales africaines, système financier indépendant, solutions imaginées pour et par le continent. Des dossiers longtemps enterrés refont surface. Après des décennies d'attentisme, l'Afrique débat de son avenir sans attendre de validation extérieure. Pour concrétiser ce sursaut, les délégués proposent la création d'un fonds souverain panafricain, la relance du projet d'une monnaie commune et la mise en place de corridors commerciaux du Cap au Caire, de Dakar à Djibouti. Les discussions sont vives, parfois houleuses, mais pour la première fois, elles ne se jouaient pas à Paris, à Washington ou à Pékin, mais au cœur même du continent. Mais l'instant reste fragile. L'erreur d'interprétation, la panique ou l'euphorie incontrôlée pourraient tout faire basculer. Ce qui se joue, c'est la crédibilité, la stabilité, l'avenir d'une génération de décideurs.
L'Afrique avance en équilibre, consciente que le moindre faux pas pourrait coûter plus cher qu'une simple défaite diplomatique. Dans les coulisses, certains anciens alliés de Tinubu cherchent déjà à retourner leur veste. Mais dehors, la jeunesse africaine se prépare à imposer de nouvelles règles du jeu. Parfois, il faut tout perdre pour retrouver le nord. Après la tempête du sommet, Tinubu demande un face-à-face avec Traoré. Cette fois, fini les stratégies. Place à une discussion honnête, parfois brutale, sur la souveraineté, les compromis et le prix du respect de soi. Traoré ne ménage pas ses mots. Rester debout, c'est accepter la solitude, risquer de tout perdre. Tinubu, forcé de regarder la vérité en face, réalise que chaque soumission aux demandes occidentales l'éloigne de son peuple et compromet l'avenir du continent. Petit à petit, il commence à refuser les pressions étrangères. Même au risque de perdre des alliés, de provoquer l'instabilité ou de s'isoler, il trouve le courage de dire non, publiquement. Pour la première fois depuis des années, il déçoit ceux qui attendaient ça dans sa faiblesse. Ce virage ne passe pas inaperçu. La jeunesse africaine, d'ordinaire méfiante, observe ce changement avec espoir, mais aussi exigence. Les discours ne suffisent qu'en plus. Il faut des actes, du courage et l'humilité de se remettre en question. Au sommet suivant, Tinubu adopte une posture inédite. Il n'essaie plus de convaincre ni de dominer. Il écoute, réfléchit, agit avec prudence. Il refuse la vieille logique des compromis stériles, celle qui sacrifiait la dignité pour quelques alliances fragiles. Ce n'est pas une révolution spectaculaire ni un coup d'éclat. C'est une réinvention patiente, pragmatique. Un apprentissage en temps réel, sous les regards critiques et pleins d'espoir de millions d'Africains. Pour Tinubu, échouer à s'adapter, c'est risquer l'oubli et l'effacement de l'histoire. Mais tenter, c'est affronter la solitude, perdre certains privilèges et peut-être ouvrir la voie à une renaissance africaine. Mais au fond, cette histoire ne parle pas que de chefs d'État. Elle nous concerne tous, citoyens du continent ou de la diaspora. Qu'est-ce que cela changerait si, comme Tinubu, chacun de nous osait rompre avec les vieilles habitudes et affirmer sa voix? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour reconquérir notre propre destin? Prenons l'exemple d'une jeunesse africaine qui, chaque année, tente l'aventure de l'entrepreneuriat malgré l'absence de financement, ou d'une diaspora qui investit dans des projets locaux, refusant de se contenter de simples transferts de fonds. Partout, des initiatives surgissent. Coopératives villageoises, applications mobiles pour l'agriculture, universités virtuelles, toutes sont portées par le refus de la fatalité. Quand l'histoire bascule, refuser de choisir, c'est laisser le passé décider à notre place. En Afrique du Sud, le refus de voter lors des premières élections multiraciales aurait signifié la perpétuation de l'apartheid. En 1958, le nom de la Guinée à la communauté française a ouvert la voie à l'indépendance totale, au prix d'un isolement brutal mais porteur d'un message fort. Aujourd'hui, l'Afrique a prouvé qu'elle pouvait dire non. Non aux pressions venues d'ailleurs, non aux injonctions étrangères, non à l'idée que son avenir se joue hors de ses frontières. Ce rejet massif de la motion de censure contre Ibrahim Traoré n'est pas qu'un revers pour ses adversaires, c'est le signal d'un renversement profond, le début d'une ère nouvelle. Ceux qui croyaient que l'ancien ordre pouvait encore s'imposer ont été pris de court. Là où autrefois la peur et la dépendance guidaient les choix, une volonté collective, calme mais ferme, s'est exprimée. Chaque délégué qui a voté contre la motion n'a pas seulement soutenu un homme, mais un principe, celui de la dignité et de la souveraineté africaine. Ce sommet de l'Union africaine restera gravé comme le moment où l'Afrique a cessé d'être un terrain de jeu pour d'autres et s'est affirmée comme auteur de sa propre histoire. Le vrai courage n'était pas dans les discours enflammés, mais dans le refus de se plier. Ibrahim Traoré n'a pas eu besoin de mots. Sa présence droite et déterminée suffisait à faire vaciller l'ancien système. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux portes de ce sommet. Rester passif aujourd'hui, c'est laisser d'autres décider demain. C'est choisir la sécurité des chaînes plutôt que le risque de la liberté. L'Afrique vient d'ouvrir une voie, mais rien n'est aux garanties. Chaque génération, chaque citoyen doit choisir, demeurer spectateur ou devenir acteur de ce renouveau. S'engager, c'est parfois perdre des privilèges immédiats, subir des pressions, accepter l'incertitude. Mais c'est aussi bâtir un continent respecté, maître de ses choix, capable d'inventer sans tutelle. Les hésitations d'hier doivent céder la place à la résolution d'aujourd'hui. Le silence des délégués face à la tentative d'humiliation était en réalité un cri collectif, un cri pour dire que l'Afrique n'est plus à vendre, que la souveraineté ne se négocie pas, que l'heure de la rupture est arrivée, discrète mais irréversible. Face à ce tournant, chacun doit s'interroger. De quel côté de l'histoire voulons-nous nous trouver? De ceux qui subissent ou de ceux qui agissent?
car rester neutre, c'est accepter de regarder l'avenir s'écrire sans nous. Pour ceux qui souhaitent agir, des pistes concrètes existent. Soutenir l'éducation locale, investir dans les industries africaines, favoriser la consommation de produits locaux, interpeller les décideurs politiques, encourager les médias indépendants, participer à la vie associative. Chacun, à son échelle, peut contribuer à bâtir une Afrique souveraine et respectée. L'enjeu n'est pas seulement politique, il est personnel et collectif. L'Afrique de demain se construit dans les urnes, dans les ateliers, dans les écoles, dans les familles, sur les réseaux et dans les rues. Dire non, c'est déjà commencer à dire oui à un autre avenir. Et vous, êtes-vous prêt à écrire cette nouvelle page ?